Tu as dit qu'en banque, on avait un des meilleurs rapports compétences-rémunération au monde et que concrètement, il y avait pas mal de gens qui étaient payés malgré leur relative incompétence. Pourquoi tu dis ça? Ouais, 100%. Je pense que c'est un des métiers où c'est le plus facile, enfin le plus simple en tout cas, peut-être pas facile mais simple, de gagner de l'argent. Ce que je dis, c'est qu'à un haut niveau en banque, on te demande de savoir faire deux choses, d'envoyer des mails et d'être pote avec les bonnes personnes. Si tu sais faire ces deux trucs, tu peux être payé 800K, 1 million par an, tu vois. Et c'est réel. Alors, envoyer des mails, c'est un vrai art en banque, tu vois. C'est-à-dire que faut copier les gars dans le bon ordre. Si tu copies pas d'abord les partenaires, puis les managing directors et tout ça, enfin, il y a des codes. En gros, les gens que l'ordre des gens dans lesquels tu le copies, c'est à la fois en fonction de leur seniorité et à la fois en fonction de leur degré d'implication dans un trade, tu vois. Et après, quand tu fais un gros trade, c'est de la politique dans une banque. Tu vois, tu fais un gros trade, il y a des gens qui n'ont rien foutu sur le trade qui vont répondre à toute la chaîne Teamwork always wins, qui est une manière de dire qu'ils ont participé alors qu'ils n'ont rien branlé sur le truc et tout ça. Tu vois. Donc ouais, il y a énormément de politique. Et donc ça, c'est à partir d'un certain niveau. Et au début, c'est hyper scolaire, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment de moment en banque où on te demande de réfléchir, tu vois. On te demande de pas faire d'erreur, tu vois. C'est différent. C'est un skill en soi, hein, mais on te demande de rater aucune erreur, rien rater, jamais faire d'erreur. Pourtant, toi, tu as un background école de commerce et maths. Ouais. Donc, il faut quand même avoir une certaine compétence intellectuelle pour bosser sur ces produits. Typiquement, tu parlais de volatilité, de grec, etc. Ça dépend des métiers. Tu vois, sur le métier de sales, pas vraiment. Moi, c'était un peu différent parce que quand je suis entré chez Goldman Sachs en 2015, il y avait quasiment rien sur les produits structurés qui était fait. Il n'y avait même pas de trader sur les produits structurés, tu vois. Donc, c'était moi qui devais faire le job du trader. On avait des traders flux qui marquaient les paramètres jusqu'à 18 mois et après, ils s'en battaient les couilles. Et donc, si je faisais un produit à 10 ans, bah, les sous-jacents, ils étaient marqués sur Bloomberg ou sur Totem, enfin sur des benchmarks en gros. Et ils regardaient pas ce que c'était, tu vois. Donc ça, je devais faire ce taf-là. On n'avait pas de structureur non plus, donc je devais être capable de pricer les produits tout seul et de les créer. Donc c'était un peu à part. Et donc je pense que quand tu arrives dans une banque, et c'est pas propre à Goldman, je pense que si tu arrives dans une banque un peu américaine qui se développe, qui en est au début de son développement, là tu dois un peu toucher à tout. Mais sinon, par exemple, si tu arrives dans une banque française, typiquement, qui est dans un business qui est assez mature sur ce business-là, tu vois, qui est l'un des leaders du business depuis longtemps, enfin, qui l'est plus aujourd'hui, mais qui l'a été pendant longtemps. Et bah là, à ce moment-là, quand tu es sales, tu fais juste le métier de sales, c'est-à-dire rentrer des paramètres, barrière à 60, coupon à 8, et tu cliques sur price, et tu vois, et en gros, tu as fait ton boulot. Enfin, le challenge intellectuel, il n'est pas là, clairement. Tu as parlé de la politique. C'est quoi l'ambiance en salle de marché ou avec tes collègues? Bah, en fait, il faut comprendre qu'il y a une structure pyramidale dans ces métiers-là, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu vois, au début, on est plein, et puis après, il y a de place pour de moins en moins de personnes, quoi. Donc, c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, tu dois choisir ton camp. Il y a des alliances, contre-alliances qui se passent à la machine à café. Tu vois, arrives à la machine à café, tu comprends pas pourquoi tout le monde est en train de chuchoter. Tu vois, voilà. Et en fait, ouais, il y a des plans, quoi. Il y a des plans qui sont faits pour écarter telle ou telle personne, prendre son business et tout ça, quoi. Et donc, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont saoulé et pour lesquels je me suis barré. Peut-être que la raison, c'est aussi que j'étais nul là-dedans en politique. Enfin, je comprenais pas la politique. J'étais trop honnête pour faire de la politique, en gros. Mais C'est pas trop voilà, tard, il y en a beaucoup, quoi. hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas trop tard, tu peux toujours y revenir. Ah ouais, non, je te confirme que là, je suis content d'être parti. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Il y a, tu vois, tu parlais de la prise de position et le fait que la banque n'a pas le droit de prendre des positions nettes, en gros. En 2008, il y a un certain Jérôme Kerviel qui a subi une perte énorme pour la Société Générale.
Il y a énormément de théories qui circulent sur le fait que la Société Générale devait être au courant, ou en tout cas ses responsables devaient être au courant, qu'en fait qu'ils ont laissé courir tant que ça fonctionnait, parce que l'année d'avant il avait quand même fait un PNL énorme, et qu'à partir du moment où c'est parti dans le mauvais sens, ils sont complètement sortis du truc. Ou au contraire, des gens qui disent non, c'était impossible, effectivement, il a réussi à falsifier les ordres, il a triqué le back-office parce qu'il avait lui-même bossé au back-office. Toi qui as bossé, qui as vu la machine de l'intérieur, c'est quoi ta vision de cette affaire? Alors déjà, juste sur les dates, peut-être que je me suis planté tout à l'heure, mais en gros, Kerviel, c'est janvier 2008, si je dis pas de conneries, les subprimes, c'est l'été 2008, et Volcker, c'est en réaction aux subprimes, donc peut-être en 2009, quoi, juste après. Donc quand Kerviel fait son truc, il n'y avait pas encore, ça qui était en place, il n'y avait pas encore Volcker. Cela dit, ce qui fait Kerviel, c'est qu'il prend des positions qui sont au-delà des limites de risque de la banque. Il prend des positions de 50 milliards. C'est-à-dire qu'il a 50 milliards d'expositions qui ne sont pas couvertes par quelque chose, quoi. C'est comme s'il achetait 50 milliards de pétrole et il n'y a pas un deal dans l'autre sens qui compense ce risque-là. Moi, ma vision de l'affaire Kerviel, et je connais assez bien le dossier, c'est qu'en fait, Kerviel, il venait du middle office, tu vois. Il y a une culture, en gros, très très présente à ce moment-là et qui est toujours un peu de comment dire, de racisme social, un peu, tu vois. Donc quand tu es du middle office ou du back office, tu vois, par rapport au front office, on prend pas les mêmes ascenseurs, on se parle pas, on se fout de ta gueule parce que tu as des chaussures marron, etc. Tu vois. Donc il arrivait avec un truc comme ça, avec quelque chose à prouver. C'est un peu un provincial, en fait. Ouais, c'est ça. Aussi, il avait pas fait Polytechnique comme les autres, tu vois. Donc il avait un peu quelque chose à prouver, tu vois. Donc il prend ses positions, mais il vient du middle office. Et donc, il connaît un peu les systèmes et il sait comment ne pas se faire cramer. Cela dit, et c'est ça qui est marrant, et tu vas voir que du coup, le racisme social est encore plus fort, il se fait cramer une tonne de fois. Une tonne de fois, le middle office envoie des mails à son boss et dit « Attends, il y a un problème avec les positions de ton trader là et tout ça, ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et qu'est-ce que fait son boss? Il forward le mail à Kerviel en lui disant « Mais putain, regarde ce qu'ils nous veulent là, ces connards du back-office là et tout, check, je suis sûr qu'ils ont encore rien compris. » Et voilà. Donc lui, il voyait où il se faisait cramer. Et donc, tu as plein de mails comme ça qui le montraient, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Société Générale quand l'affaire a éclaté? Ils ont viré toute la ligne du front office. Ils n'ont pas viré les gars du middle office. Donc, les systèmes étaient bien en place, tu vois. C'est ça qui est dur. Donc, ils l'ont vu fin 2017, fin 2007, pardon. Quand ils s'en sont rendus compte, j'ai plus le nom ça devait être Mianet à l'époque, qui était le boss de Two Equity Worldwide chez SocGen, si je dis pas de conneries. Et donc, il demande à ce moment-là, Mianet, à son meilleur trader, de liquider 50 milliards de pause. Je crois quand ils se sont rendus compte de la position de 50 milliards, elle était en positive. Elle était gagnante entre 2 et 5 milliards, je crois. Mais bon, forcément, quand tu liquides dans le marché 50 milliards, il y a des bid-offers et tout ça. Ça se voit, ouais. Et donc, ouais, ça se voit, le marché décale. Et donc, à la fin, ils ont perdu 5 milliards là-dessus. Et tu penses que les autres banques ont détecté le fait que la Société Générale était en difficulté et ont commencé à essayer d'amplifier la perte, ou profiter de la position difficile dans laquelle ils étaient? Tout le monde fait ça. Enfin, tu vois, quand tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te dit je veux acheter 100 millions de Saint-Gobain, tu lui fais un prix. Après, il te rappelle, il te dit il me faudrait 200 millions, tu fais je suis désolé, le prix a monté. Tu vois, tout le monde fait ça. Tu vois, donc, et même chose si tu vends, voilà, t'arrêtes pas de baisser ton prix. Voilà, donc, ouais, le marché se décale. Tu peux pas. C'est le problème quand tu dois céder un gros bloc. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des métiers spécifiques en banque qui existent pour ça. C'est que tu peux pas, comme un bourrin dans le marché, céder autant d'actifs, quoi.